Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est toujours consacré au vol des joyaux de la couronne au musée du Louvre. Le feuilleton continue sous un angle politique avec l'audition hier par le Sénat de la directrice du Louvre, Laurence Descartes. L'occasion de revenir sur ses déclarations et ses annonces, parmi lesquelles la proposition d'un commissariat de police à l'intérieur du musée, relayée ensuite par Rachida Dati, une audition qui pose des questions institutionnelles autour des enjeux de gouvernance de notre patrimoine dont nous allons parler avec nos invités en plateau, et ce dans une minute. En culture, la Cité des Sciences consacre une exposition à l'intelligence artificielle pour nous informer sur la dualité de cette technologie qui nous inquiète autant qu'elle nous fascine. De la gastronomie enfin avec Laurence Aloche dans un C'est tout bon qui sera cette semaine aux couleurs de l'Espagne. Ça sera en fin d'émission. Audition sous haute tension hier pour Laurence Descartes. La directrice du Louvre a dû s'expliquer devant le Sénat après les failles sécuritaires majeures ayant conduit au cambriolage de la galerie d'Apollon dimanche matin. Une prise de parole très attendue après sa démission refusée par Rachida Dati et Emmanuel Macron, dont nous allons parler bien sûr avec nos invités autour de la table. Pierre-Yves Bournazel, bienvenue sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes conseiller de Paris, candidat à la mairie de Paris. Claire Baumlard, journaliste culture pour Le Figaro, et David Chantrane, historien. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents autour de la table. Je le disais, Laurence Descartes a présenté sa démission. Cela avait été lourdement demandé par l'opposition et sur les réseaux sociaux par de nombreux Français. La directrice du Louvre, elle a tenu à revenir sur ce sujet. C'était pendant son audition au Sénat hier. Je vous propose qu'on l'écoute. Proposition de démission dimanche dernier, après avoir constaté aux côtés de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur les conséquences de la terrible attaque que nous venons de subir, j'ai présenté à la ministre de la Culture en responsabilité ma démission. Elle l'a refusée. Au cours de ma carrière, déjà longue, je n'ai jamais considéré que nous étions propriétaires de nos postes. Et c'est une règle de vie professionnelle que je m'applique, je l'espère, avec rigueur. Claire Baumlard, grand reporter culture au Figaro, cette déclaration et cette démission refusée, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'on a envie finalement d'asseoir la position de Laurence Descartes malgré les déconvenus? Cette démission, vous dites qu'elle avait été réclamée. En fait, l'opinion publique réclamait une tête, réclamait quelque chose, qui était responsable, qui devait prendre ses responsabilités. Donc là, au départ, on n'a pas su que dimanche, elle avait remis sa démission. Ça ne m'étonne pas tellement d'elle, parce qu'elle est conservatrice du patrimoine. Donc, garder les œuvres... C'est son métier. C'est son métier. C'est sa mission. C'est son mission, c'est son obsession. C'est évidemment une femme de pouvoir, parce qu'elle est à la tête du Louvre, c'est-à-dire le musée le plus visité au monde. Mais elle a un fond, comme ça, très sérieux vis-à-vis des collections. Donc ça n'a pas été accepté. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas été accepté. Je pense qu'une des explications, c'est qu'elle est engagée dans le grand projet présidentiel sur la nouvelle Renaissance. Et que, il y a des enjeux plus larges et que le président n'a pas voulu, pour l'instant, se séparer d'elle. David Chantrane, dans l'histoire du Louvre et d'autres institutions culturelles d'envergure, est-ce que c'est fréquent que des démissions soient demandées, en tout cas qu'elles soient attendues ou qu'elles arrivent tout simplement? Non, ce n'est pas fréquent. En revanche, il y a eu un précédent pour le musée du Louvre. C'est au moment où, bien évidemment, la Joconde a été volée. Et le président, à l'époque, c'était un directeur, avait dû présenter sa démission pour les raisons qu'on imagine. Mais c'est assez inhabituel, en effet, parce qu'il y a un caractère politique majeur qui se joue ici. Et puis surtout parce qu'on est dans un temps politique qui est un peu particulier, et sans doute tout ça a-t-il dû jouer. En revanche, effectivement, comme vous l'avez très justement rappelé, Laurence Descartes est quelqu'un dont la vocation première est de présenter les collections et de les conserver. Et c'est vrai que pour elle, j'imagine son cas de conscience qui a dû se présenter dès dimanche matin. On peut peut-être rappeler un vol qui est resté mythique dans l'histoire du musée du Louvre, le vol de la Joconde en 1911, qui avait occasionné la démission de Théophile Hommol. Est-ce que c'est une situation
comparable ou on est quand même dans deux configurations assez différentes? C'est deux configurations effectivement différentes, à la fois parce que l'objet lui-même qui est volé, c'est-à-dire cette série de 8 joyaux ou 8 éléments qui font partie des trésors de la couronne, sont un peu différents. Il n'y a pas cette la valeur... Joconde, c'est quand même l'emblème du musée du Louvre également, pour d'autres raisons évidemment. Et puis surtout parce qu'il y avait ce volet également diplomatique qui jouait à plein. Là, c'est un peu différent. C'est vraiment une appartenance particulière et en particulier de notre patrimoine national qui est véritablement impliqué. D'une certaine manière, ce qui va se jouer ensuite, c'est la façon dont on va ensuite diriger les choses et comment la conservation de à la fois cette galerie d'Apollon et plus largement des objets eux-mêmes va être prise en compte. Donc c'est l'après évidemment qui va nous intéresser. Je vous oublie pas du tout, Pierre-Yves Bournazel. Je donne juste la parole en réaction à Claire Baumlard. Oui, je disais, ajoutons quand même qu'en 1911, à la fois le Louvre et la Joconde n'avaient pas le même statut. D'accord. Le statut d'icône, il s'est construit quand même beaucoup plus dans l'ère contemporaine. Ce n'était pas le cas en 1911. Si, quand même. Mais dans des proportions moins importantes. Et aujourd'hui, on est sous le regard du monde. Lorsqu'il arrive quelque chose, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez vu le tambour. On a consacré d'ailleurs une émission mardi au retentissement à l'international. Oui. Évidemment, on parle de mauvaise presse que s'est offert le musée du Louvre et donc la ville de Paris en ricochet. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que vous comprenez qu'on demande la tête de Laurence Descartes ou est-ce que c'est un procès injuste? Écoutez, moi je n'ai pas d'avis sur le sujet parce que je demande une enquête administrative. Je pense que c'est l'enquête administrative qui doit statuer. Oui, qui permettra de voir les responsabilités des uns et des autres. Je n'ai pas l'âme de Robespierre, je ne suis pas procureur d'un tribunal révolutionnaire et je ne suis pas un bourreau. Je pense qu'en revanche, il y a eu des manquements graves. Elle a forcément failli dans l'exercice de ses missions. C'est l'enquête administrative qui le dira. Il y a eu des manquements et des failles. Qui est responsable, on le verra. Mais c'est une enquête administrative de manière indépendante, de manière transparente, qui doit le dire. Parce que, évidemment, nous sommes heurtés par ce qui s'est passé. C'est notre patrimoine, nous l'aimons, nous le chérissons, nous voulons le transmettre. Nous ne sommes que des modestes passeurs et nous devons transmettre aux nouvelles générations aussi ce patrimoine. Et donc, évidemment, c'est tout à fait humiliant pour la France, puisqu'on a fait... les titres de tous les journaux du monde. Et pas pour les bonnes raisons. Pas pour des bonnes raisons, et je crois qu'on doit en tirer les leçons. Et pour ça, seule une enquête administrative permettra de déterminer les responsabilités. Il y a eu des failles, il y a eu des manquements, c'est extrêmement grave. Et maintenant, il faut rehausser notre niveau de sécurité sur les grands musées nationaux, mais aussi sur les sites culturels. J'ai proposé il y a quelques années, lorsque j'étais parlementaire, sur le modèle italien, d'avoir des forces spécialisées. C'est-à-dire c'est-à-dire des forces spécialisées de sécurité de ces grands musées nationaux et de ces sites culturels qui peuvent être malheureusement des cibles, qui peuvent être volés, qui peuvent être pillés. Et j'espère d'ailleurs que l'enquête de police et la justice permettront d'arrêter ces voyous. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, c'est d'ailleurs la grande question, le grand point d'interrogation. Mais en tout cas, j'espère que l'enquête permettra de les arrêter, de les juger sévèrement et de les voir condamnés. David Chantrane, on sait que des vols dans les musées, c'est finalement assez fréquent. C'est vrai aussi dans un certain nombre d'édifices de notre patrimoine religieux. Est-ce qu'il y a des jurisprudences en la matière? Le terme est peut-être un peu galvaudé, mais est-ce qu'on sait comment on doit réagir? Peut-être même à l'étranger, on imagine, et on le sait, il y a des musées importants dans le monde qui ont été victimes eux aussi de vols. Comment ça fonctionne ailleurs? Qui est responsable? Il y a des procédures en France, ça on les connaît, en tant que directeur d'établissement, c'est mon cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les réactions qui ont eu lieu non seulement bien évidemment à l'étranger, mais surtout des directeurs d'établissements, en particulier du Vatican. La directrice du Vatican et des différents musées a dit que dans sa situation à elle, elle était également complètement dans cette même situation. Oui, et qu'elle apportait son soutien, finalement, qu'elle comprenait la situation. Parce que justement, on a non seulement les moyens, ni surtout la possibilité d'être dans le zéro... le risque zéro n'existe pas. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Gérald Darmanin dans la foulée. Pourquoi? Parce que les espaces sont importants, parce que les modes opératoires ont tellement changé, et effectivement, comme vous le rappeliez... Alors ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Si, parce que... Les modes opératoires ont particulièrement changé. On a quand même l'impression d'être dans un cambriolage de tout ce qu'il y a de plus classique. Pas tout à fait. C'est vrai? Non, pas tout à fait. Déjà, la rapidité de l'opération. 7 minutes top chrono. La difficulté qui aurait été auparavant de pouvoir s'installer avec autant de matériel et de façon aussi rapide n'aurait pas été possible. Il aurait fallu au moins un quart d'heure, 20 minutes. Là, le fait que la nacelle soit rapide, le fait qu'elle soit installée aussi vite fait, et on a vu quelques images qui ont été volées. On n'est pas non plus dans une cyberattaque digne d'un film d'espionnage. 4 minutes, c'est très rapide. D'accord.
Par rapport Donc à un pour la précédent. rapidité d'exécution, en tout cas, on est face à des Et le nouveaux mode usages. opératoire qui fait qu'on se retrouve avec 4 personnes. Ce qui n'avait pas été le cas, par exemple, en 1976, quand il y avait eu ce vol de l'épée de Charles X, où on se retrouvait avec un élément où il y avait des failles très importantes. Mais c'était la même fenêtre. Mais c'était la même fenêtre. Je me permets. Mais bien sûr. Et c'était effectivement aussi les joyaux de la couronne. Et dans cette même galerie d'Apollon. Donc les éléments sont un peu différents. Et surtout, je vous dis, la rapidité et la façon dont ça a été préparé, c'est ça qui a été changeant. Parce que justement, on a toutes les possibilités maintenant de vérifier et peut-être aussi d'avoir des indices. Claire Baumlar, une réaction rapide avant de passer à notre angle plus politique. Voilà, ce qui a changé, c'est depuis plusieurs années, hein, c'est l'arrivée du crime organisé dans le marché de l'art. C'est les prix du marché de l'art qui ont explosé, qui fait que le crime organisé s'y est faufilé et que les trafics d'antiquités, les réseaux sont mieux structurés. Sont structurés et surtout réclament des œuvres, réclament des butins. On a l'impression que ce scandale éclabousse tout le monde. Il éclabousse évidemment la maire de Paris, il éclabousse Rachida Dati à la tête du ministère de la Culture, en passant même par la préfecture de police de Paris. Vous l'avez dit, il faudra une enquête administrative pour déterminer les responsabilités de chacun. On a quand même l'impression pour l'instant que tout le monde se rejette la faute dessus. Pour Yann Brossa, sénateur PCF de Paris, dans un tweet, depuis le cambriolage du Louvre, Madame Dati rejette la faute sur la ville de Paris qui aurait refusé des caméras. Réponse de la directrice du musée. Je le cite, c'est un axe qui dépend de la préfecture de police de Paris, pas de la ville. Et le Louvre n'en a jamais fait la demande. C'est en tout cas ce qu'affirme Yann Brossa. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations ? Je trouve que c'est un peu pénible, toutes ces polémiques, parce que c'est pas à la hauteur. Notre patrimoine a été volé. C'est très grave. Encore une fois, il faut une enquête administrative clairement, calmement, sereinement, pour déterminer les failles, les manquements. Qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne des responsabilités ? Donc c'est pas le moment de la politique politicienne. Non, c'est pas le moment de la politique politicienne. Il faut surtout voir les choses clairement, avec le temps, de manière indépendante, et toute la lumière doit être faite sur les manquements et les failles. Et puis de l'autre côté, il y a une enquête de police avec la justice, et là on doit voir ce qui s'est passé et arrêter ces individus, ces voyous. Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on en tire maintenant les leçons, parce que ce qui s'est passé est grave et inacceptable. Donc vous êtes déjà dans l'après, pas dans le commentaire finalement de ce qui s'est passé, des responsabilités de notre chacun. Niveau de sécurité. J'ai proposé tout à l'heure, comme je le porte depuis longtemps, une force spécialisée comme en Italie qui protège nos grands musées nationaux et nos sites culturels. Ça serait une force complémentaire. Mais je pense qu'il faut rehausser notre niveau de sécurité à Paris avec une vraie police municipale. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec les sécurités privées. Il faut peut-être modifier un certain nombre de formations. Il faut peut-être que la loi évolue pour leur donner aussi les moyens de coproduire la sécurité en lien avec la police nationale et les polices municipales. Il faut réagir parce qu'on s'est fragilisé sur la scène internationale. Notre pays maintenant montré du doigt, il est vulnérable et le rôle du politique, c'est de trouver des solutions très concrètes et très opérationnelles pour que tout ça ne se reproduise pas. Quand on aime Paris, quand on aime la France, quand on aime la culture, quand on aime son patrimoine, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé et il faut changer un certain nombre de choses après avoir pointé les carences, les failles et les manquements graves, évidemment, à la sécurité qui a permis malheureusement le vol de ces bijoux de patrimoine. Je vous demande un tout petit peu de politique politicienne. Anne Hidalgo qui donne le sentiment d'avoir complètement lâché la rampe sur ce sujet, d'être complètement absente du dossier. Elle a laissé un vague message de soutien aux équipes du musée du Louvre et depuis, c'est silence radio. On n'entend pas la maire de Paris sur ce sujet. Si demain vous êtes élu maire de Paris, vous vous comporteriez de la même manière ? On m'entend déjà et on m'entendra. Quand on est maire, quand on aime sa ville, quand on se fait une certaine idée de la culture, de son patrimoine, quand on doit défendre les Parisiens, quand on doit défendre les Français, quand on doit défendre un modèle, on doit s'exprimer simplement, bien sûr en tant que maire solidaire, évidemment, de toutes les équipes qui ont subi ça en première ligne, surtout que le personnel s'était plaint il y a quelques mois des failles de sécurité. Mais c'est au nom de la France, au nom de Paris, au nom des Français. Donc on doit être présent. Derrière, présent, et trouver des solutions surtout. Parce que ce n'est pas seul dans son coin qu'on va y arriver. Il y a la mairie de Paris, il y a la préfecture de police, il y a l'État, il y a la sécurité privée, et puis il y a des nouveaux dispositifs que l'on peut créer pour faire en sorte qu'on soit au niveau de la menace face à notre patrimoine. Rachida Dati, de son côté, s'est défendue avec beaucoup d'énergie, comme à son habitude. Je vous propose qu'on écoute la ministre de la Culture et je vous fais réagir en plateau. Mais vous avez raison aussi, Madame la sénatrice.
sénatrice, de souligner, et c'est derrière moi que ça se passe, l'irresponsabilité de certains élus de Paris dans leur refus de sécuriser Paris. Ils refusent de sécuriser les sites sensibles par le déploiement de la vidéoprotection. Et ça, nous le mettrons en œuvre, n'est-ce pas, ensemble, Madame Evren? Parce qu'ils oublient une chose, parce que la gauche oublie une chose. À Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Brossat et Monsieur Grégoire ont oublié le vol spectaculaire du musée parisien d'art moderne avec un butin de 100 millions d'euros qui n'a jamais été retrouvé. Aucune conséquence ni mesure n'a été prise depuis. David Chantrane, on devait s'attendre à ce que ça devienne aussi politique, ce dossier? Oui, c'est souvent le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion populaire qui joue à plein, et surtout qui vient de l'étranger. Et c'est peut-être ça, l'élément qu'on a peut-être découvert depuis dimanche, c'est que les réactions à la fois en chaîne, en France, sont importantes, mais surtout à l'étranger, pour deux raisons. Principalement, comme vous l'avez très justement rappelé, c'est la dimension qu'a pris le musée du Louvre et ces questions liées au patrimoine. Et la seconde, c'est le choix des objets eux-mêmes. Ça n'est pas anodin. Ça concerne des périodes qui, aujourd'hui, nous touchent peut-être moins en tant que Français, et pourtant... Mais qui disent quelque chose de notre histoire, évidemment. C'est-à-dire à la fois le Premier et le Second Empire, et la période intermédiaire avec la Restauration et la Monarchie de Juillet. C'est des objets qui sont liés aux femmes souveraines, c'est des objets qui sont également valeurs avec la joaillerie elle-même, donc des éléments qui font la fierté des Français, et qui, à l'étranger, font également notre réputation. Donc ça n'est pas anodin du tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Malgré un agenda très serré, on vous libère, Monsieur Chantrane, et on continue avec vous, Claire Baumler. J'aimerais qu'on revienne sur les déclarations de Laurence Descartes. Elle affirme que tout a fonctionné comme prévu, mais que le système n'était pas adapté à ce nouveau type d'attaque. On l'écoute et je vous fais réagir évidemment tout de suite. La présidente, donc, vous confirmez bien que toutes les alarmes ont fonctionné? Absolument. Est-ce que les vidéos ont également fonctionné? Les vidéos ont fonctionné, absolument. À l'intérieur, est-ce qu'il y en avait à l'extérieur? Alors c'est là notre faiblesse, si nous en venons directement au point faible. Au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie d'Apollon a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque, à de nouveaux modes opératoires qui n'avaient pas été envisagés et auxquels il faut que nous réagissions, bien sûr. Claire Baumler, on avait quand même le sentiment que la ligne de défense, elle n'était pas très solide hier, hein. Elle est dans le détail du détail. Elle a été attaquée depuis 3 jours sur le thème l'alarme n'a pas fonctionné, personne n'a prévenu personne, etc. Donc elle a raison finalement de détailler le dispositif. Alors voilà, quand on met les choses sur un papier, elle dit tout ce qui était prévu comme procédure a fonctionné. Bon, alors après, ce qui est un peu inaudible, c'est qu'on voit ce qui s'est passé malgré tout. Mis en regard avec le vol, on se dit, alors tes procédures sont pas bonnes. C'est un peu ce qu'elle dit. Elle dit ça, mais on n'était pas préparé à ça, on n'a pas vu suffisamment, il faut peut-être changer les procédures. Mais le paradoxe, c'est que depuis 3 jours, la ministre avait la même parole, c'était de dire tout a bien fonctionné. Elle dit non, ça n'a pas fonctionné. Mais en compliqué de dire que tout a bien fonctionné. Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que le protocole, tel qu'il existait, a paradoxalement fonctionné. C'est-à-dire, il y a bien l'alarme qui s'est déclenchée, le PC de sécurité a été prévenu, il a prévenu la police, les gardiens ont évacué la salle. Donc le protocole a été mal pensé plutôt qu'il n'a mal fonctionné. Il est mal pensé, puis il est insuffisant. Après, elle a admis des défaillances en disant il y avait une caméra extérieure sur la façade, mais elle ne regardait pas du bon côté. Enfin, elle regarde d'un autre côté du Louvre. Hein. Ça veut dire qu'elle ne regarde pas non plus la Samaritaine, si vous voulez. Mais elle était mal orientée par rapport à la galerie d'Apollon. Donc maintenant, il faudrait... Je ne sais pas. Pardon, mais quand on fait le bilan et qu'on imagine encore une fois la presse internationale, nos voisins constater cette situation, se dire oui, il y avait une caméra, oui, il y avait une alarme, mais tout a l'air de faire état d'une forme d'amateurisme. Ça vous dérange, Pierre-Yves Bournazel, qu'on puisse penser que la France est laxiste et fait preuve d'amateurisme quant à la protection de, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Claire, des joyaux qui sont inestimables? Oui, c'est dérangeant, c'est choquant. Et je pense qu'il y a un autre élément, c'est l'intelligence artificielle éthique.
On peut aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, moderniser notre vidéoprotection. On peut détecter davantage un certain nombre de troubles ou de signaux faibles. Et donc je pense qu'il faut rehausser une nouvelle fois notre niveau de sécurité pour protéger évidemment notre patrimoine, protéger ces grands sites culturels, ces grands musées. De manière générale en France, il y a tant malheureusement à voler et à piller. Et si nous voulons être à la hauteur il va falloir faire des progrès, il va falloir faire de sacrés progrès et changer le niveau du curseur. Si on écoute Laurent Lafont, le sénateur président de la commission de la culture au Sénat, il insiste sur le fait que ça ne date pas d'hier et qu'on était finalement au courant d'un certain nombre de ces manquements. On l'écoute et évidemment on réagit en plateau. Toute la question qui se pose, c'est comment est-on arrivé à cette situation d'échec ? Voilà. Alors on comprend bien, il y a eu plusieurs références aux directions passées, aux équipes de direction qui ont précédé Laurence Descartes. Comment finalement ces non-décisions qui n'ont pas été prises pendant des années ont pu avoir lieu. On est aujourd'hui dans une situation où le Louvre est très dégradé. On l'a vu ce week-end avec une certaine violence, ce vol, mais on sait qu'il y a d'autres problèmes au Louvre, des problèmes d'infiltration, des problèmes électriques. Bref, on a notre navire amiral, qui est le musée du Louvre, qui est en état de grande fragilité, de grande faiblesse. Et cet événement n'est pas arrivé par hasard. On savait que, nous avions conscience de... C'est des formulations de phrases qui reviennent beaucoup depuis ce cambriolage dimanche matin. On a l'impression un peu que tout le monde était au courant qu'il y avait un problème, en tout cas qu'on n'était pas au niveau, et que les choses n'ont pas été faites, en tout cas dans les bons délais. Le paradoxe, c'est que celle qui s'est vraiment attaquée à la sécurité, c'est Laurence Descartes qui est aujourd'hui dans le chaudron. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, elle est arrivée en 21, mais en novembre, en fin d'année, quoi. Alors, à partir de 2022, elle a commencé à alerter, à mettre plus de caméras, à faire monter doucement le dossier. Et dans la commission, là, pendant les 2 heures, on a compris que, à la fois à cause des règles des marchés publics et du statut monument historique du bâtiment... Ça compliquait les choses. Tout est compliqué, tout est lourd. Donc le paradoxe, c'était... Donc ça, c'est les lourdeurs administratives à la française. Qui sont incroyables. On a du mal à l'imaginer, nous, comme un des mortels, pas simple particulier. Oui, on a du mal à imaginer. Le directeur, l'administrateur adjoint, pardon, qui était aussi auditionné, a dit, il faut tirer 60 km de câbles pour refaire toute l'électricité et relier les PC entre eux. Bon, on se dit, donc il y a des questionnements logistiques et techniques qui ont pesé aussi sur ces décisions. Non, il y a ça, et puis il y a le fait qu'il y a celui d'avant, le président d'avant, n'avait pas les mêmes priorités. Lui, s'est beaucoup attaqué en dessous de la pyramide, l'accueil des gens, etc. Et celui d'avant, le parcours des visiteurs, le parcours des publics. Il a fait des travaux sous la pyramide, etc. Donc chaque directeur avait un peu son cheval de bataille. Et le cheval de bataille de Laurence Descartes, c'est c'était ça, la remise en état aux normes du palais, plus la grande entrée qu'elle veut faire. Pardon, mais c'est pas de bol. Les deux étant liés. D'accord. Un mot, Pierre-Yves Bournazel, sur la proposition de Laurence Descartes d'installer un commissariat de police au cœur du musée du Louvre. Est-ce que vous y êtes favorable? Pourquoi pas, si c'est efficace et utile. Mais déjà, on aurait une vidéoprotection qui marche, qui fonctionne, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter tous les mouvements. Déjà, on hausserait le niveau de sécurité. On aurait une vraie police municipale à Paris, 24 heures sur 24. Présente dans nos rues. Donc qui aurait pu, par exemple, détecter cette nacelle? Par exemple, détecter cette nacelle. Elle serait déjà dissuasive parce qu'on la verrait, donc on se dirait attention, elle peut passer, et puis elle serait réactive. On aurait un vrai travail entre la police municipale et la police nationale. On aurait cette force spécialisée pour les grands musées nationaux que je porte. Je pense que déjà, on aurait pu peut-être éviter. Ça aurait pu être évité probablement. Et c'est ça qui est navrant. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui nous interpelle. C'est ça qui interpelle les Français. On aurait pu l'éviter. Et c'est ça qui
interpelle toutes les autres nations du monde qui se disent comment en France, dans une grande puissance comme la France, a-t-on pu voler un tel patrimoine? Ça fait mal au cœur, nous sommes tristes et désolés, mais on doit être réactif et on doit avoir des solutions opérationnelles. Et comment on fait avec les lourdeurs administratives, logistiques, techniques dont parlait Claire Baumlar? Il y a peut-être des simplifications administratives à mener, mais je dis qu'il y a aujourd'hui, même en tenant compte d'un certain nombre de contraintes, des possibilités quand même d'assurer davantage la sécurité. Notamment grâce aux nouvelles technologies, il y a une police municipale plus présente. Et des effectifs sur le terrain visibles et formés à ces problèmes-là, et formés et spécialisés sur les sujets de vol du patrimoine. Claire Baumlar, cette proposition d'un commissariat au cœur du musée du Louvre, sur le moment, quand c'est tombé, c'est vrai qu'on est tous restés un petit peu surpris finalement de cette annonce. Est-ce qu'elle vous paraît cohérente? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dit comme ça dans le feu de l'action et en réaction au vol? Elle lance un peu la balle au ministère de l'Intérieur, hein. C'est-à-dire elle dit « tout ne relève pas de moi quand même Okay. ». Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plusieurs ministères et tout l'État doit être au service de la sécurité dans les musées. Alors je pense qu'elle se dit que les formes de criminalité évoluent. Elle a dit à un moment donné, on était très focalisé sur les jets de soupe, vous savez, par les activistes. Et là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. D'accord. C'est comme s'il y avait eu c'est comme s'il y avait eu une espèce de prise de conscience que. Donc en fait, on était préparé au scénario 1 qui est, je ne sais pas, un jet de peinture sur un tableau de maître, et on n'avait pas vu venir le vol des joyaux de la couronne. Et donc on comme ça, oui. Donc elle se dit peut-être que c'est une nouvelle forme de criminalité, et ça relève plus de la police que du pauvre gardien de musée, hein, tout de même. Hein. Pierre-Yves Bournazel, je me tourne vers vous en tant que candidat à la mairie de Paris. C'est quand même une aubaine, cette séquence pour vous. Évidemment, vous ne le voyez pas comme ça. Vous nous avez rappelé à quel point c'était triste pour la France et que c'était un sentiment que vous partagiez évidemment. Mais si on voit les répercussions sur Rachida Dati, sur le camp d'Anne Hidalgo, tout le monde est pointé du doigt des deux côtés. Pour vous, c'est une aubaine politique. Écoutez, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis élu de Paris depuis 17 ans. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai un de vos confrères qui m'a dit à votre place, certains ne se gêneraient pas. Bien, moi, je reste ce que je suis, fidèle à mon tempérament, à mon caractère. Je ne veux pas tirer des leçons politiciennes d'une affaire qui est extrêmement grave. Ce que je souhaite, c'est la transparence, que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé, sur les dysfonctionnements. On le doit aux Français, on le doit aux Parisiens. Et j'espère qu'on va retrouver ces voyous, j'espère que l'enquête de police, le travail de la justice permettra de les condamner sévèrement, et j'espère que les manquements et les failles seront connus grâce à un travail indépendant de cette enquête administrative, et à ce moment-là, chacun devra tirer les conséquences. Ça sera peut-être le cas de Rachida Dati, ça sera peut-être le cas d'Anne Hidalgo aussi. Je ne sais pas, et personne ne le sait aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des manquements, il y a eu des failles, elles sont inacceptables, ces failles, et il faut donc qu'une enquête administrative indépendante fasse la lumière. Ne faisons pas de la politique politicienne, ce qui s'est passé est trop grave, c'est l'image de la France, c'est l'image de Paris, ce n'est pas rien. Encore une fois, quand on se fait une certaine idée de Paris, quand on se fait une certaine idée du service du pays, de la nation, quand on se fait une certaine idée de notre politique culturelle, de la protection de notre patrimoine, on ne peut pas se permettre de jouer les uns contre les autres. C'est pas digne de Paris? C'est pas digne de Paris, c'est pas à la hauteur des événements. Claire Baumlar, une réaction? Oui, je me demande, en entendant Rachida Dati tout à l'heure à l'Assemblée, alors l'Assemblée c'est un lieu politique hein, quand évidemment. même. Hein, bon. Si les Français aiment beaucoup ça, le fait qu'il y ait tout de suite de la querelle entre Yann Brossat et la maire vous voyez, entre la maire de Paris, remarque qu'elle s'est planquée elle. Non mais ce qu'on comprend c'est que l'opposition s'est saisie du sujet, tout le monde est monté au créneau. Je me demande si les Français apprécient vraiment ça. Je ne pense pas qu'ils pensent que ça soit la faute de droite ou gauche, etc. Je pense qu'ils disent l'État a failli, la France a failli. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et confusément, ils se disent c'est pas Rachida Dati parce qu'elle est de droite qui a failli. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de package global pour se dire mais qu'est-ce que la France fait de son grand musée et de son grand patrimoine? C'est plutôt ça. Alors après, il y a ceux qui sont au pouvoir et qui doivent des comptes. Mais je ne suis pas sûre que les querelles politiciennes soient très bien perçues. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment
Le moment, donc là, vous rejoignez Pierre-Yves Bournazel. Que fait-on, par exemple, pour Versailles, pour Fontainebleau, pour qui sont soumis aux mêmes Compiègne problématiques, par ailleurs. Oui, à leur mesure, parce que c'est des châteaux, donc c'est un peu différent, c'est isolé. Bon, hein, bon. Oui, le périmètre est différent. Le périmètre est différent, mais c'est plutôt là, effectivement, il y a finalement l'enquête administrative. Qui a failli, qui n'a pas pris les bonnes décisions. Il sera toujours temps de tirer les conclusions, voilà, c'est ce que et vous on nous tirera dites. les conclusions. Mais maintenant, c'est vraiment... Faites en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est ça ce que les Français veulent et c'est ça ce que les Français attendent. Je pense quand même. Un dernier mot, Claire Baumlar. Est-ce qu'on doit s'attendre malgré tout à un départ de Laurence Descartes, peut-être dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois? Est-ce que ça risque malgré tout d'arriver? J'ai pas la réponse. Rachida Dati, dans Le Parisien ce matin, je cite un confrère quand même, un Parisien ce matin dit oui, pour l'instant je ne l'ai pas accepté, sous-entendu, on va attendre la fin de l'enquête administrative. Bon, tout peut arriver. Est-ce que ça serait une bonne décision ou est-ce que ça reviendrait à mettre de la confusion? Je ne sais pas, ça dépend vraiment. Encore une fois, de cette enquête administrative. Oui, ça dépend vraiment de son rôle. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un lui a donné une fiche en disant la galerie Apollon est notoirement sous-gardée et qu'elle a dit on verra plus tard? Ça, c'est une faute. D'accord. Par exemple, donc il sera toujours temps de statuer. Vous voyez après ce que je veux dire. Mais je fais de la science-fiction, hein, évidemment. Mais évidemment, l'enquête administrative, ça sert à ça. Et on aura qui a l'occasion alerté d'en quand, reparler. qui a refusé, qui n'a pas pris, et donc qui est responsable, qui était informé ou qui n'a pas vu. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans l'émission. C'est un sujet qu'on file depuis le début de la semaine tant il est riche. Ouais. Donc on aura l'occasion de continuer évidemment à en parler. Merci beaucoup ma chère Claire. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir été présent sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. L'intelligence artificielle s'est installée dans notre quotidien. Elle fascine, elle inquiète, en tout cas, elle questionne. La Cité des Sciences a décidé d'y consacrer une exposition pour explorer les dimensions scientifiques et techniques, mais aussi artistiques, philosophiques, culturelles et politiques qui sont sous-jacentes à cette intelligence artificielle. On va évoquer ce sujet avec Sophie Lécuyer. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chef de département des projets muséologiques. Ce que vous allez évoquer dans cette exposition, ce sont finalement tous nos questionnements, nos inquiétudes, aussi autour de la dualité de cette technologie qui est à la fois source d'un progrès immense et donc d'espoir, mais qui peut aussi restructurer durablement nos mondes. C'est normal qu'on ait un peu peur. En fait, à toute nouvelle technologie qu'on invente, à chaque fois, on va se construire des peurs. L'intelligence artificielle n'y échappe pas. On a à la fois des fantasmes que l'intelligence artificielle puisse nous aider et à la fois des peurs qu'elle puisse supprimer nos travails ou nous espionner. Donc, à chaque technologie, une nouvelle peur. Mais c'est sain de se poser ces questions, non? En fait, c'est très important de se poser ces questions parce que c'est un vrai phénomène de société, l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on donne des informations aux visiteurs pour qu'ils puissent se poser des questions parce que c'est un sujet de société. Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil et comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Vous avez raison de parler d'une forme d'historicité que vous rappelez d'ailleurs dès l'entrée de l'exposition, puisque vous nous confrontez à un historique de cette confrontation entre l'homme et la machine. J'ai évidemment envie de parler de cet exemple du géant des échecs Kasparov face à la machine, Deep Blue. Déjà, il y avait eu un certain nombre de discussions, de questionnements, de personnes qui s'étaient offusquées de cette situation. On se rend compte que ces sujets ont toujours existé. En fait, ça a toujours existé. Dans cette frise chronologique qu'on propose aux visiteurs, justement, on remonte jusqu'au Moyen-Âge où on avait déjà des machines dites pensantes qu'on faisait actionner. Donc c'est vraiment un questionnement qu'on a depuis très longtemps. On peut même remonter jusqu'à l'Antiquité où on se pose des questions autour d'êtres qu'on animerait, auxquels on donnerait la vie, ce qui est le cas de l'intelligence artificielle où on lui donne la vie. Donc c'est vraiment un questionnement d'humain en rapport avec la machine. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre dans cette exposition pour que les visiteurs puissent le découvrir. Très rapidement, vous nous apportez les bases de compréhension de cette technologie, c'est important. Ça repose sur l'utilisation d'un algorithme pour réaliser des tâches complexes. Vous utilisez notamment l'exemple de la voiture autonome, puisque c'est important d'avoir des exemples dans lesquels on peut se projeter, dont on peut comprendre les usages. Ça aussi, ça fait partie d'une meilleure compréhension de l'IA ? En fait, tout à fait. On a pris un exemple assez simple, la voiture autonome. On va demander aux utilisateurs d'entrer dans cette voiture, d'utiliser tous les outils qu'elle propose, donc les outils de perception, les outils d'interaction, qui sont des outils qu'on a aussi dans notre cerveau, mais montrer justement l'intelligence artificielle, comment elle les utilise, mais aussi quelles sont les limites. Parce qu'on dit intelligence artificielle, donc on a l'impression que c'est comme les humains. Or, l'intelligence artificielle, ça reste quand même quelque chose d'informatique, et donc il y a une certaine limite. Donc, en testant cet outil simple,
exemple de la voiture, les gens vont pouvoir découvrir la définition de l'intelligence artificielle et les limites qu'elle a, et mieux ainsi la comprendre. Tout de suite, vous le dites, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas comme l'intelligence humaine. Ce n'est pas comparable. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne peut pas, dans certains cas, atteindre l'intelligence humaine, mais ce sont deux modes de fonctionnement différents. En fait, l'intelligence artificielle va être au service des humains. Donc c'est vraiment comme un outil. Donc c'est à nous, humains, de savoir l'utiliser, de connaître ses limites, ses possibilités, parce qu'il y en a évidemment énormément, mais vraiment l'utiliser comme un outil et de comprendre quel est cet outil. Ce qui est le cas dans la voiture autonome, par exemple. Qui dit IA dit données, dit data en anglais. Cette intelligence artificielle est algorithmique, elle est nourrie par des données. Je trouve que le terme de nourriture est assez intéressant puisque au fur et à mesure qu'on implante et qu'on implémente des données dans l'intelligence artificielle, elle apprend. C'est alors que vous différenciez deux termes et je trouve que c'est important pour ceux qui nous écoutent de bien les comprendre. D'un côté, on a le machine learning et de l'autre, le deep learning. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, dans l'exposition, on l'a représenté d'une manière assez intéressante, c'est qu'on a fait une boîte noire. Parce que un peu l'intelligence artificielle, c'est ça. On sait ce qu'on met dans la boîte noire, on sait ce qui sort de la boîte noire, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc justement, c'est deux manières d'apprendre. C'est soit un apprentissage où il va collecter des banques de données et apprendre ainsi. La grande prouesse de l'intelligence artificielle, c'est son agilité et sa capacité d'aller chercher dans le big data plein d'informations et d'être capable de les engranger, de les analyser pour pouvoir offrir des réponses. C'est à la fois son côté positif, mais aussi son côté négatif, parce que dans toutes ces données, dans toute cette analyse des données, comment est-ce qu'elle est capable de les interpréter ? On cite un exemple très simple. Un enfant, pour reconnaître un chat, il suffit qu'il ait vu 3 images du chat. Il sait et il a la représentation du chat. L'intelligence artificielle, il faut qu'elle engrange énormément de données sur les formes de chat, les moustaches, les oreilles, donc énormément de données pour se dire ça c'est un chat. Et c'est ce qui explique en partie l'empreinte carbone record de l'intelligence artificielle. Ça fait partie effectivement des points négatifs de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut d'énormes centres pour conserver toutes ces données. Ces fameux data centers. Les data centers qui sont en général au milieu du désert, mais il faut les refroidir pour que les données puissent, et les machines puissent fonctionner correctement. Donc voilà, donc une très grosse consommation d'énergie qui n'est pas avec... Les tendances actuelles sur le de sobriété énergétique. De sobriété, voilà, merci. L'IA est également à la frontière de nos imaginaires, dans l'idée qu'on s'en fait, mais aussi dans C'est possible. Vous questionnez alors la manière dont cette IA vient titiller nos imaginaires. À quoi est-ce que vous faites référence dans cette partie ? C'est un peu tous les fantasmes qui entourent l'intelligence artificielle ? C'est exactement ça, c'est... Ce que je vous évoquais tout à l'heure, depuis l'Antiquité, on s'est interrogé sur des machines à laquelle on donne la vie. Dans la science-fiction, on a un nombre extraordinaire de questionnements autour des machines, autour de l'intelligence artificielle. Et dans d'autres cultures, on a également ces questions. Donc on a une mise en scène, en fait, où les visiteurs vont pouvoir écouter différentes histoires qui se nourrissent de tout cet imaginaire qui crée fantasmes et peurs. On arrive assez naturellement aux conséquences de l'intelligence artificielle. On a commencé à en décrire une conséquence négative en parlant de l'impact écologique et de la consommation de data. Il y a évidemment un certain nombre de points extrêmement positifs, de progrès, d'avancées. Moi, j'aimerais qu'on parle des progrès en santé qui sont absolument incroyables. Ben là, effectivement, l'intelligence artificielle a une capacité d'analyse qui aide les médecins. Notamment, on a un jeu justement sur le cancer du sein où on montre comment on va nourrir l'intelligence artificielle pour améliorer la détection. Voilà, pour qu'elle puisse détecter la détection, de comprendre en fait qu'effectivement, à force d'avoir des données, elle va avoir la capacité de détecter ces cancers. Donc pour la médecine, c'est un véritable atout et c'est une chance aussi pour les malades qui puissent s'aider de l'intelligence artificielle. C'est aussi un bouleversement incroyable pour le monde du travail puisque l'intelligence artificielle permet déjà, mais permettra surtout demain de remplacer énormément de tâches ingrates. C'est là où on est un peu à la frontière entre deux mondes. Certains disent, mais je ne veux pas être remplacé. D'autres ont l'impression que justement, ça va annuler un certain nombre de tâches qui sont chronophages, qui sont pénibles. C'est quoi la réalité de tout ça ? En fait, dans la réalité, on n'a pas vu d'abandon massif de la part de certains salariés dans certaines branches. Donc effectivement, il y a beaucoup de fantasmes sur mon métier va disparaître. On propose un jeu justement dans cette
exposition où vous allez raconter votre métier et on va vous dire si est-ce que potentiellement vous pourriez être remplacé par une intelligence artificielle ou non, ça va aller. Donc, ça donne quoi pour les journalistes? C'est pas génial, non? Ça va aller? Ça va aller, vous inquiétez pas. L'IA remodèle finalement nos réalités, elle va remodeler évidemment nos manières de penser, de voir le monde. Est-ce que ça fait partie des craintes? On sait que les concepteurs de ces algorithmes, en créant ces intelligences artificielles et en les nourrissant, pour revenir sur ce lexique, finalement transmettent une sorte de manière de voir le monde. On doit s'inquiéter, par exemple, que ce soit beaucoup de chercheurs américains, beaucoup d'hommes. En fait, s'inquiéter, je ne sais pas si c'est le terme. En fait, il faut qu'on soit informé sur ce qu'est pour le prendre en compte. Pour le prendre en compte et pour avoir la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle de la bonne manière. Il faut vraiment se dire, nous sommes des citoyens qui sommes informés et on sait de quoi on parle. L'idée de l'exposition, c'est justement de donner des clés sur l'intelligence artificielle pour en avoir un bon usage. Tout au long de l'exposition, vous avez aussi décidé de proposer le point de vue des experts à qui vous avez posé 3 questions. Qui contrôle l'IA? Une machine peut-elle créer? Et une machine peut-elle penser? Alors à la question qui contrôle l'IA, Cédric Villani pointe par exemple le rôle des concepteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est intéressant de confronter des experts, des chercheurs, de voir à quel point leurs avis divergent. Parce que tous ne pensent pas comme Cédric Villani. Alors c'est le principe en fait de nos expositions, c'est qu'on va s'entourer. Moi je ne suis pas experte de l'IA. Mon métier à moi, c'est de faire des expositions. Nous, on s'entoure de différents spécialistes, d'experts qui ne sont pas toujours d'accord, justement pour montrer les questions qu'on a autour d'une technologie. Et là, effectivement, il y a eu un comité scientifique fait d'experts qui ont permis la création de cette exposition. Et on a aussi ces experts qu'on a interviewés dans l'exposition pour qu'on puisse avoir différents avis, différents points de vue sur l'IA. Pour revenir à la deuxième question qui est posée, une machine peut-elle créer? Dans l'exposition, vous abordez les dialogues incroyables entre l'homme et la machine, de plus en plus possibles et évidents, ces conversations finalement qu'on entretient avec l'intelligence artificielle. On sait que pour certains, c'est de l'ordre du quasi-quotidien. Ça peut faire un peu peur. Laurence de Villers répond non, la machine n'a aucune intention de créer quelque chose de neuf et de sensible, tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable. En fait, tout ça, ce ne sont que des projections de pensée humaine. Dans la relation homme-machine, c'est l'homme qui met ce point sur la relation. C'est vraiment l'humain qui est important. Et donc qui impose une relation presque à la machine, qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé, mais est-ce qu'elle se pose des questions? J'en suis pas sûre, en fait. Donc c'est vraiment un point de vue humain. C'est vraiment de notre point de vue qu'il faut se... Et ça, c'est la troisième question. Une machine peut-elle penser? Thierry Ménissier convoque la philosophie et statue que non. Une machine ne peut pas penser, il l'affirme. Marie-Laure Denis, elle, évoque la capacité de l'IA à se contredire très rapidement. C'est intéressant de rentrer dans le détail. Oui, parce qu'effectivement, l'IA, la pensée, c'est vraiment structurel à l'humain. C'est quelque chose de notre intelligence. Qui nous appartient. Qui nous appartient. Et il y a plein d'éléments que l'IA n'est pas capable de reproduire dans l'intelligence. Et heureusement. Oui. Heureusement, mais utilisons, ce que je dis, c'est utilisons cet outil et apprenons à bien le connaître parce que c'est effectivement un pouvoir extraordinaire et assez intéressant. Il y a eu d'ailleurs, on a tout un parcours artistique parce qu'il nous semblait intéressant justement d'avoir un parcours artistique pour montrer que les artistes travaillent aussi avec l'intelligence artificielle. Il y a tout un balai entre une intelligence artificielle et un artiste de co-création et c'est intéressant de voir que les artistes aussi s'emparent de cette technologie. Donc ce que vous nous dites, c'est de côtoyer l'IA, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à la comprendre, pour demain savoir mieux l'utiliser. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est le propos de cette exposition, qui est très riche et qui a aussi une très belle programmation autour de l'exposition. On sait à quel point la Cité des Sciences est forte pour ça. Qui est très courte. Parce que cette exposition va fermer au 30 novembre. Donc ça laisse juste un petit mois pour y aller. Donc j'invite les gens à vraiment... C'est l'occasion, pendant les vacances scolaires, de prendre le temps d'y aller. Vous avez raison de préciser qu'elle s'éteindra le 30 novembre. Merci beaucoup Sophie Lécuyer d'être venue nous la présenter dans Bienvenue en Ile-de-France. Merci à vous. À bientôt et on passe à C'est tout bon. Tous les jeudis, on se régale avec Laurence Saloche dans C'est tout bon. Et cette semaine, ma chère Laurence, avec cette météo bien pluvieuse, vous nous apportez un peu de chaleur. Vous nous parlez de cuisine ibérique, une cuisine qui, depuis des années, tente de s'imposer à Paris. C'est dur, mais la tendance gagne du terrain. Pourquoi avons-nous fait depuis si longtemps les difficiles en la matière ?
Mais pourquoi? Tout simplement peut-être parce que les tables excellentes n'étaient pas très très faciles à trouver, que nous avions des préjugés parfois légitimes sur une cuisine un peu rustique, un peu très élégante, assez grasse, oui, de terroir en fait pour dire les choses, mais assez grasse, qu'on utilise beaucoup l'huile d'olive et peu variée. Et ben, faites un test avec vos amis, mais même encore aujourd'hui, est-ce que tu veux plutôt pizza ou paella? Vous avez raison. Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on vous dise je préfère un italien. Et c'est vrai que la cuisine italienne a grandement occupé, à Paris notamment, mais ailleurs également, la scène gastronomique des cuisines du Sud. Heureusement, il y a des chefs qui ont réussi à émerger. Oui, parce qu'il y a des chefs maintenant qui ont une renommée internationale et qui sont rentrés vraiment dans le panthéon de la haute cuisine hispanique. Alors, Ferran Adrià, je ne peux pas ne pas le citer, même si le restaurant a fermé, parce que c'est une star, meilleur restaurant au monde en 2009. Ça a fermé, mais il a fait avec la cuisine moléculaire des avancées considérables pour la cuisine espagnole. Aujourd'hui, vous avez le cellier à Can Roca, des frères Roca, ils sont 3, formidables. L'Ireza ouvre le 1er novembre, il faut se précipiter parce que c'est tout le temps bourré à craquer, ils ont 3 étoiles. C'est vraiment devenu une jolie image en fait d'une cuisine contemporaine. Si vous n'avez pas de place, par exemple, vous pouvez aller sur le site, vous achetez quelques curiosités, vous allez retrouver le nez de Dali notamment. Enfin voilà, c'est très innovant. Ça a renouvelé, je pense, l'appréciation que nous avions de la cuisine espagnole. Et maintenant, on trouve à Paris de plus en plus de tables. Chose un peu étrange, ce sont surtout des chefs français qui se sont lancés dans cette cuisine espagnole. Et c'est plutôt très réussi. Alors justement, on va zoomer sur des adresses qui ont bien réussi. Première adresse qui a ouvert cet été, c'est Casa Pregonda, dans le quartier Montorgueil, au Fourneau. Un Français, vous l'avez dit, qui a conservé son restaurant italien. Darocco, c'est une très belle adresse et qui s'est mis cette fois-ci à la cuisine espagnole. Ça donne quoi? C'est Alexandre Gisbert. Alors, vous l'avez dit, il a été cofondateur de Darocco. Donc, on est sur la cuisine italienne. Ça marche très bien, Darocco. Ça marche très, très bien. Il a du talent comme chef et comme entrepreneur. Et là, en l'occurrence, avec une bande de complices, il a créé Casa Pregonda. Pourquoi Casa Pregonda? Parce que, dit-il, il ne trouvait plus à Paris ce qu'il aimait déguster comme cuisine espagnole, faisant référence à répondre à ses propres besoins. Fogone, qui était une très, très bonne table qui a disparu. On n'en parle plus parce qu'elle n'est pas là. Et alors, lui, il est très astucieux parce qu'il a créé une niche en fait dans cette cuisine espagnole qui est la cuisine minorquine. Minorque, c'est cette petite île des Baléares où vous avez une cuisine assez variée, assez ouverte sur différents pays. Le lieu est hyper agréable, salle au fond, c'est ouvert uniquement le soir, donc salle au fond avec des tables nappées, bougies, c'est assez intimiste. Moi, j'adore les comptoirs et je trouve que c'est dans l'esprit espagnol. Il y a notamment sur la droite, quand vous rentrez, 2 places parfaites quand on est en duo. Et il fait cette cuisine minorcaise, qui n'est pas une cuisine ultra sophistiquée. Il répète souvent, mais moi j'aime bien la cuisine de bistrot. Revenons aux traditions, à des choses simples. Simples, mais de très bons sourcings, avec quand même sa petite pâte qu'il apporte sur plusieurs plats. Qu'est-ce qu'on retrouve par exemple? Alors, vous allez retrouver des tapas. Par exemple, un curseur qui est vraiment essentiel, c'est le pan con tomate. Mais ça, c'est vous avez vraiment un pain de cristal. C'est très alvéolé, c'est croustillant. Là, vous voyez, hyper important le pan con tomate. Et s'il est réussi, c'est bon signe pour tout le reste. C'est bon signe pour tout le reste. Vous avez du crudo de dorade, excellent. Après, vous avez tous les anchois de Cantabrie. Vous avez toute la charcuterie espagnole très choisie. La cecina, le lomo. Là, vous avez vraiment, c'est des tranches extrêmement fines, c'est bien préparé. Moi, ce que je vous conseille de tester, parce que c'est un plat à partager très copieux pour 2, c'est l'arroz. L'arroz, c'est ce riz moelleux, là, on appelle le riz bomba, parce que c'est vrai qu'il est tout dodu et il absorbe merveilleusement bien l'encre de sèche. Et là, vous avez un plat, encre de sèche, calamar en pagaille, en veux-tu, en voilà. Et puis les petites carabineros, là, qui sont laquées. J'adore les carabineros. Bien rouges, là, qui sont absolument succulentes. Vous enlevez la tête, la queue, et au milieu, vous versez un tout petit filet de citron vert. C'est une merveille. Jusqu'au dessert, il y a un cheesecake, une tarte à l'espagnol. Le cheesecake, c'est pas une tarte à l'espagnol. Je n'ai pas retenu le nom espagnol. C'est une tarte qui est version espagnole et qui est aussi très légère et très bonne. C'est vraiment un coup de cœur. Et pour un dimanche soir, franchement, je ne pousse pas à la consommation de la sangria blanche, mais ça vous lessive un blues en 2 secondes. Alors on y file, ça s'appelle Casa Pregonda. On continue avec d'autres Français comme ambassadeurs de la cuisine ibérique. Christina et Pierre Chaumet ont ouvert il y a 1 an et demi un bar à tapas face au Sénat. Chaumet, c'est un nom qui est déjà un peu connu dans le milieu. Oui, peut-être que ça vous rappelle un certain Top Chef et une saison. Et avec Christina, ils sont en couple tous les deux et ils ont Ambos, qui est en face du Sénat, qui est un restaurant de cuisine d'auteur qui marche très bien. Tous les deux, ils ont voyagé. Elle est d'origine vénézuélienne. Lui est allé Bangkok, Londres. On se disait, tiens, pourquoi pas l'Espagne après tout. Et ils ont ouvert juste à côté de ce restaurant qui est le leur, ce bar à tapas
tapas, on est vraiment dans l'esprit plutôt barcelonais. Okay. Hein, c'est très coloré, le bar, on y va plutôt pour manger comme ça au comptoir ou sur un manche debout. Il y a quelques tables. Et là encore, on a une cuisine. Moi, je trouve qu'ils sont malins, ces chefs, parce qu'ils ont compris la formule. En fait, les tapas, on aime ça maintenant, on en mange de plus en plus souvent. Les produits sont simples, s'ils sont de qualité, on est heureux. Pas trop cher, donc eux ils s'y retrouvent à mon avis sur la formule, et là encore c'est un sourcing qui est vraiment très soigné. Elles font envie, ces assiettes. Ils avaient notamment une cecchina là, c'était un jambon, mais le gras, c'était un ourlet de gras que vous mangez mais avec délectation. J'adore quand vous dites des choses comme ourlet de gras. Mais parce que c'est tellement, on dirait un croquet en couture, c'est délicieux, on se pose pas la question, on y va. Il y avait notamment chez eux une tortilla qui était particulièrement bonne, pas simple la tortilla. La tortilla, c'est donc cette omelette pomme de terre. Là, elle était très bien montée, elle était bien cuite, elle était surmontée d'un confit d'œuf. Et puis, pour contrebalancer l'uniformité des goûts, c'est de la patate, eh bien, on avait du poivron grillé qui apportait cette petite fraîcheur. C'est vraiment très bien. C'est petit, moi je dis il faut mieux réserver. Mais c'est une bonne découverte. Et puis dans ce quartier, c'est un peu animé, non, du coup, ça fait du bien. Quand on sort le soir, c'est l'endroit peut-être le plus festif de ce petit quartier. On se note alors aussi cette très belle adresse. Et on continue avec une troisième récemment ouverte. C'est la Cantina Cortado dans le Marais. Encore une autre ambiance, une chef espagnole cette fois. Elle s'appelle Cecilia Munguira. Et c'est un spot qui a déjà des aficionados. C'est déjà une très bonne nouvelle pour elle. Alors déjà, la rue, on est rue Charlot. Vous êtes près du marché des enfants rouges. Je reviendrai un jour sur les queues kilométrique que j'ai remarqué. Chez Alain Miam Miam. Chez Miam Miam, il y a le caractère de cochon, c'est des sandwichs au jambon qui sont faits minutes. Bref, j'y reviendrai, mais c'était... Et alors, je leur souhaite le même succès. Alors, ils ont déjà un coffee shop qui présentait des viennoiseries, café, etc. Et là, ils ont fait la cantina. On retrouve cet esprit très décontracté. Okay. C'est sympa, c'est un peu branché, mais c'est vraiment sympa. Au déjeuner, on a une formule assez intéressante, avec 2 entrées, 2 plats et plus de desserts, et des petites tapas si vous voulez. Okay. Vous avez alors notamment les piments, les padrones. Vous avez, ça c'est vraiment très bon. C'est mon jeu préféré. C'est doux, facile à cuisiner. Sur celui qui pique. Mais oui. Dans le lot, il y en a toujours un. Il y en a toujours un, mais c'est tellement bon. Là, avec un poivron, des petits pickles. Leur tortilla, encore une autre version, mais elles sont bonnes, assez convainquante, plus baveuse, j'allais dire. Et là, mais très bonne aussi, avec le croûté de l'omelette. Il y avait ensuite des pâtes à l'ajout de cochon. J'avoue que c'était complètement régressif, c'était délicieux. Vous vous êtes régalé. Je suis pas sûre que ce soit hyper hispanisant, bien que la chef soit hispanique. Mais c'était très bon. Et puis un sar, un poisson qui était juste grillé comme ça, avec pois chiches, poivron, tomates. Et en dessert, il y avait un petit dessert que j'ai tenté, que je ne connaissais pas, qui est le guarada, et qui est un fromage en fait. C'est un fromage de brebis caillé. Et c'est absolument exquis. Il était préparé avec des petites figues vertes. On mange la peau, on mange tout. Et c'était très bon avec un miel de châtaigne. C'était vraiment une adresse sympa. Un peu bobophile, mais on valide totalement l'ambiance. Le service est encore un peu aléatoire, c'est des jeunes gens. Ils se rôdent. Mais voilà, ils se rôdent et puis on aime bien cette décontraction. Il y avait des Espagnols et ça c'est bon signe. Ça c'est toujours bon signe. Ce que j'aime bien, c'est que dans les adresses que vous nous avez montrées, ils mettent très en avant les produits. On voit que c'est déjà une cuisine de beaux produits. Exactement. Et ensuite, il faut le petit supplément d'âme, évidemment, pour que ça soit délicieux. Mais on voit ces produits et on les identifie facilement. C'est très agréable. En fait, ça répond vraiment à une attente qu'on a aujourd'hui. On voit la montée du végétal et puis la liberté de choisir un plat par-ci, un plat par-là. Et puis, effectivement, pas une cuisine hyper sophistiquée, mais délicieuse. Très bonne. Alors, toutes ces tables proposent un bikini. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. On le voit surtout en Catalogne. Ça, c'est vous qui me le dites. Moi, j'en ai jamais entendu parler. C'est pas ce qu'on pense. Vous pouvez toujours le déguster en bikini. Ça, je vous interdis rien. D'accord. Même si la saison n'est pas appropriée. Le bikini, c'est une histoire rigolote parce qu'en fait, c'est un sandwich, un triangle, fromage, jambon. Oui, ça veut dire, en fait, c'est un croque-monsieur. Et effectivement, c'est un croque-monsieur. Le bikini, c'était une boîte de nuit à Barcelone qui marchait très bien. On est sous Franco et on ne peut pas utiliser à ce moment-là le terme de croque-monsieur parce que les termes étrangers sont interdits sur les intitulés des cartes. Okay. Et alors, à chaque fois, on demande le sandwich qui était déjà fait comme ça, jambon, fromage. Et puis finalement, cet endroit était tellement célèbre, on a fini par appeler le sandwich, le bikini, du nom de cet endroit. Est-ce qu'on en trouve à Paris? Alors, vous en trouvez à Paris. Je vous ai parlé de Tina 38. Ils le font, eux, avec du brie de Meaux. C'est assez original. Et de la soubressade, qui est cette charcuterie pimentée avec du lard et du porc. Exactement. Et puis, dans un autre endroit, qui est le Café San Francisco, vous avez ça, on est dans le 16e,
Café San Francisco, mais place de Barcelone. Vous avez un très très bon kini, plutôt dans le classique, mais qui fonctionne très bien. Ils font aussi d'excellentes viandes, c'est une brasserie, il y a beaucoup de choses. Et c'est voilà, c'est le propriétaire qui s'appelle Gabin Jarry des Coltineurs, qui est un bistrot qui marche très bien. Donc, ils font une très belle carte, très variée, ça vaut le coup là encore, et c'est aussi nouveau. On dit un mot de l'art de la table, puisque vous avez évidemment pensé à une marque espagnole et à une alternative, disons, plus typique. Ouais, alors évidemment, Zara Home, je me suis dit, ils ont tout compris de comment répondre à l'inspiration du moment, aux attentes, comme pour la mode. J'ai repéré cette jolie petite assiette en grès avec cette feuille de châtaignier couleur curry. Super, le prix hyper abordable, on est à moins de 7 €, 6,99 €. Je précise quand même que j'ai remarqué que c'était fabriqué en Chine. Made in China. Donc, si vous n'avez pas envie de soutenir l'industrie chinoise, ce qui est votre liberté, j'allais même dire à votre honneur, effectivement, vous pouvez avoir un petit ramequin qui correspond à la crème catalane. Et alors ça, c'est un plat typiquement catalan. C'est un dessert. Vous allez me dire, ça ressemble un peu à la crème brûlée. C'est vrai. Mais en revanche, il y a quelques spécificités qui changent. On est plutôt sur du lait et pas de la crème. Il y a normalement, il est marqué au fer et pas au chalumeau comme on le fait pour la crème brûlée. Vous pouvez avoir des petits zestes d'agrumes, de citron. Vous avez une cuisson qui se fait plutôt à la casserole, plus rustique et pas au bain-marie. Donc moi, je trouve que c'est un plat excellent. Ça fait très envie. Ça fait très envie, c'est très gourmand. Et par rapport à la crème brûlée, je lui trouve une forme de légèreté, un peu très agréable comme ça. Et je trouve que... Et les petits caclons très rustiques comme ça, c'est adorable. Rustique et la couleur de la crème, c'est tout gagné. Voilà, on a le soleil dans l'assiette. Merci de nous avoir amené un peu de soleil et de chaleur. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Très bonne soirée.